L'un des gros points de discussion en Formule 1 actuellement, c'est l'aéroflexible. C'est bien évidemment pas la première fois qu'on parle d'aéroflexible, que ce soit dans cette décennie ou une autre, chez Red Bull en 2021, chez Red Bull en 2010, chez Ferrari en 2005, 6, truc comme ça. Une des raisons pour lesquelles on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est que la FIA a décidé, après avoir constaté la saison dernière que finalement les ailerons avant étaient peut-être un petit peu trop flexibles, la FIA a décidé que dès le Grand Prix d'Espagne, donc le 9ème de la saison, les tests sur la flexibilité des ailerons seraient durcis. T'as compris la vanne? Durci, flexible, t'habites où? Ah, j'habite à Durci. Ah! Mais entre-temps, il y a eu des retournements de situation. Alors du coup, exit la vidéo sur la R15 TDI qui part à la semaine prochaine, priorité à l'actualité. Aujourd'hui, on va devoir parler d'aéroflexible. Et sans plus de salam alek, je suis Clippy Clip. Bienvenue dans Garage Talks. Quand on parle d'aéroflexible, on parle pas d'une flexibilité exagérée comme la règle MAPED là qui refuse de casser à la con, mais au contraire comme la règle MAPED de base qui, elle, va casser si tu forces trop. Une Formule 1, c'est composé en ultra majorité de fibres de carbone. La fibre de carbone, c'est un matériau super intéressant de par sa flexibilité, mais aussi sa résistance. Et aussi le fait que tu peux, dépendant de son processus de cure ou de traitement et plein de choses que je maîtrise pas, le rendre ultra résistant dans un sens et flexible dans un autre. Alors pour pas faire une parenthèse et déblatérer tout ce que j'ai appris dans la vidéo sur la Lexus LFA, que je vous recommande chaudement, petite truc en haut là. On va rester sur le problème à cœur et parler de la saison dernière où deux équipes ont bien utilisé le concept, c'est McLaren et Mercedes qui avaient des ailerons avant extrêmement flexibles. Le truc giga bien pour McLaren et Mercedes, et un peu moins pour les gars comme moi, fans de Red Bull Racing, c'est qu'ils sont arrivés dans cette saison avec beaucoup plus de maîtrise au niveau de l'aéroflexible que les autres. Il y en a qui peuvent argumenter que ouais mais Red Bull, ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine aussi, non? Et je dirais oui, mais pas avec cette génération de voitures. Rappelez-vous que chaque génération de voitures a une philosophie différente. Si on prend la voiture de 2010, ce qu'ils ont appris avec l'aéroflexible à l'époque sera peut-être pas applicable directement avec cette voiture-là, demandera de l'adaptation, etc., etc. Surtout quand on sait que leur Wizard of Flexibility a défecté pour une équipe orange. Mais on parlera après de ça. Bref, Merco et McLaren arrivent avec beaucoup plus de data, beaucoup plus de points de comparaison et beaucoup plus de maîtrise au niveau de ces ailerons avant flexibles par rapport aux autres équipes. Et là, la question que tu te poses, c'est, parce que t'as pas vu la vidéo d'avant, à quoi que ça sert les ailerons flexibles, Clippy? S'il te plaît, parce que genre, moi, à part genre faire blu avec ma règle m'appelle, j'en ai rien à branler. L'intérêt d'un aileron avant flexible, ou n'importe quel type d'aileron dans le cas présent, mais on va se focaliser sur l'avant pour l'instant, c'est qu'en contrôlant la direction dans laquelle il flex, se tord ou se déforme, c'est pas exactement les bons mots, mais vous comprenez l'idée, on peut le mettre dans une position où il génère nettement moins de grip et par conséquent nettement moins de traînée. C'est donc super intéressant si tu arrives à faire un aileron avant qui se tord suffisamment pour générer très peu de traînée dans les lignes droites et qui, une fois que tu appuies sur les freins, revient à sa position initiale et donne tout le grip dont tu as besoin. Pour exagérer le trait, imagine te pointer à Monza avec les mêmes ailerons qu'à Monaco et ne pas pour autant être ultra lent dans les lignes droites. On pourrait penser que c'est sur des circuits complexes où il faut des compromis aéros, où les équipes tireraient le plus leur épingle du jeu avec un concept comme celui-là, mais la saison dernière finalement c'est sur des circuits très haute vitesse où McLaren s'est imposé comme étant difficilement jouable quoi, grâce à ce concept-là en partie. Et comme dit plus tôt, au Grand Prix d'Espagne, la FIA va enforcer des tests beaucoup plus stricts sur la flexibilité des éléments aérodynamiques à l'avant. C'est un truc qui est attendu par beaucoup de gens. Je pense pas qu'on aura personnellement un rabattage des cartes, un reshuffle complet de la grille, mais il y aura sûrement des perdants et des gagnants de ce truc-là. Et ça va clairement altérer la manière dont le championnat va se jouer sur le reste de la saison. Mais ça, c'est uniquement pour les ailerons avant. Pour ce qui est des ailerons arrière, pourtant, on a entendu parler la saison dernière. Souvenez-vous, c'était après Bakou, McLaren avait son mini DRS, j'avais tweeté que jusqu'à ce que la FIA l'interdit pas, ça reste légal, et on était venu me chier dans les bottes avec un règlement très clair MDR, non je lâcherai pas l'affaire, où le mec en question confondait incidence et flexibilité. Bref, tout ça c'est pour vous dire que l'argument d'autorité de le règlement a dit, ça marche que si on sait lire le règlement. Et spoiler, on est très peu à savoir le lire parce que c'est à la fois un document juridique et un document technique. Il se trouve que pas trop longtemps, justement, après le bordel autour de ce Grand Prix de Bakou, la FIA est allée voir McLaren et leur a dit, gentiment et poliment, bon vous ramenez plus votre merde parce qu'on passe pour des connes après, hein. Et McLaren avait répondu, TKT poteau. De toute façon, cet aileron là, il comptait le ramener
ramené qu'à Vegas après, parce que c'était le dernier circuit low downforce, low drag de toute la saison. Mais du coup, en théorie, c'était enterré cette histoire. Et puis sont venus les essais hivernaux. Pendant les essais hivernaux, il y a des ailerons arrière qui se déformaient un tant soit peu. Quelque chose que j'ai pas vraiment calculé. J'étais plus focalisé sur le main flap DRS, donc cette portion-là qui s'affiche à l'écran. Parce que c'est avec ce flap-là, ce volet, si vous préférez, que McLaren générait son tricks avec le mini DRS. J'étais à milieu de me douter que sous mes yeux, en fait, il y allait avoir le plus gros point de discussion de ce début de saison. En fait, mon attention aurait dû être sur l'intégralité de l'aileron, qui, à haute vitesse, chez McLaren, et d'autres équipes, on y reviendra après, se tord. Je suis subjugué par le contraste, le jour et la nuit, entre ce qu'était McLaren en 2022 et ce qu'est McLaren maintenant. L'exécution aéro de la voiture est incroyable. Pour qu'elle passe les tests en ayant quand même un aileron arrière qui se tord comme ça, c'est très fort. Et c'est du très très grand Rob Marshall. Rob Marshall, ex-Red Bull Racing, qui est allé chez McLaren, celui que j'appelais il y a quelques minutes de cela, The Wizard of Elasticity, le sorcier de l'électricité. Ouais, t'as compris. L'exploitation actuelle des zones grises du règlement par McLaren, elle est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est tout simplement fabuleux. Bah si, du coup, il y avait un autre mot, c'était fabuleux. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, hein, quelque chose style « Ah, tu dis ça parce que t'es fan McLaren », alors que dans le décor, il y a 2 petites Red Bull Racing sur le mur, et que sur mon meuble télé, il y a « Allô, la mauvaise foi ! Oui, bonjour !» En face, sur le Racing, dans Red Bull Racing, parce que on est sponsorisé quand même. Il y a les codes dans la description. Les gens peuvent insister et dire que j'ai une mentalité de tricheur, les gens pourront me dire ce qu'ils veulent, mais cette exploitation de la zone grise du règlement, c'est l'essence même des batailles techniques en Formule 1. C'est ce qui fait que la Formule 1 est ce qu'elle est, c'est ce qui fait que la Formule 1 me plaît encore autant aujourd'hui. Et là, actuellement, McLaren force mon admiration. Et je dis ça en n'étant pas du tout fan de la gestion McLaren depuis Zak Brown. Je pourrais dire depuis Éric Boulier, mais il est français, donc il a un free pass. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise en me trimballant l'autre jour sur Twitter et en voyant cette news. Qu'est-ce que c'est que ce putain de... C'est pas rare, c'est vraiment pas rare qu'une équipe en Formule 1, voyant qu'une autre équipe exploite un truc de baiser de la tête que eux n'exploitent pas, aille toquer à la porte de la FIA et porte réclamation. Les exemples sont légion, si j'en faisais une liste, il y en aurait pour 6h30, il y en a parmi vous qui kifferaient leur grand mort, mais j'ai pas le time. Mais ce sont des choses qui prennent du temps. Généralement, l'équipe va voir la FIA, la plainte est posée, la FIA ensuite jette un œil au bas et voit s'il y a effectivement besoin de faire une enquête, et généralement, ça se finit par une clarification de directives techniques qui opère au milieu de la saison, comme quand Ferrari avait paru toute sa superbe après, ou plutôt juste avant le Grand Prix des États-Unis 2019. Et ça vient s'ajouter aux raisons pour lesquelles j'aime pas que les gens me citent le règlement, qu'il soit technique ou sportif, comme argument d'autorité, puisqu'ils oublient généralement que les clarifications de directives sont pas immédiatement rajoutées au sacro-saint PDF disponible sur Internet. Pour en revenir au problème à cœur, c'est la première fois de ma vie, ou alors j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où c'est arrivé, où la FIA décide de clarifier une directive technique au milieu de ce qu'on appelle un double header, double tête, c'est-à-dire quand t'as 2 grands prix sur 2 semaines. J'ai pas souvenir de ça qui arrive avant. Parce que pour les équipes, c'est un énorme casse-tête en fait ça. Parce que les équipes qui seraient contrevenantes du coup à ce renforcement de la directive technique de la FIA, appelez ça comme vous voulez, elles ont littéralement eu quelques jours pour réagir, pour éventuellement peut-être reproduire une pièce qui du coup est conforme aux yeux du règlement technique et l'envoyer en Chine. Gros bordel logistique ça, on s'en rend pas compte hein. Mais en fait les équipes devraient pas être complètement surprises parce que les petits autocollants, les petites gommettes bon point sur les ailerons arrière pour monitorer la flexibilité des 10 ailerons, ils sont là depuis les essais hivernaux. Et si c'était pas assez flagrant à Bahreïn, ça l'était largement assez aujourd'hui après le Grand Prix d'Australie. Il aura pas fallu longtemps, il aura fallu un Grand Prix pour que la FIA dise aux équipes qu'il faut arrêter les conneries. Alors, on va essayer de vulgariser un peu cette règle parce que ça parle de newton-mètre, de déflexion électrotrisée. Ça va vous casser les couilles, vous êtes en train de fermer vos camas, vous n'avez pas envie de faire des calculs supplémentaires. Alors, disons les choses simplement, on va les vulgariser tout en restant factuel. Cet interstice ici, dans l'aileron arrière, s'appelle le slot gap. Je suis navré si vous supportez pas les anglicismes ou que je parle trop anglais à votre goût, c'est pas quelque chose qui va changer. Et le slot gap, selon le règlement fin 2024 et le règlement qu'on avait encore en vigueur au début de la saison là, sa taille ne doit pas varier de plus de 2 mm quand 750 newtons de force sont appliqués sur l'aileron arrière. À des points spécifiques, blablabla, mais c'est pas important jusque-là. Et dès le Grand Prix de Chine, qui, normalement la vidéo sort un vendredi, a lieu ce week-end, la variation du slot gap passe de 2 mm à 0,5 mm.
Mais pour le Grand Prix de Chine, la FIA offre un quart de millimètre en plus parce que ils se ne s'aiment pas. C'est un vol de franquette avec la FIA, voyez. Par contre, dès le GP du Japon, qui lui a lieu le 6 avril, ce sera 0,5. Et basta. Outre le cadeau de la FIA, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de temps entre le dernier Grand Prix et celui-là pour genre réajuster les choses, vous pouvez vous dire que 2 mm, 0,5, c'est pas grand-chose, mais c'est significatif. Alors avant toute chose, on va pisser sur l'incendie que certaines personnes ont tenté de créer. Non, McLaren ne devrait pas être disqualifié du Grand Prix d'Australie, étant donné que la McLaren était légale pour ce Grand Prix-là. Et que, un peu à l'instar de la loi en France, le règlement technique, il n'est pas rétroactif. D'autant plus que la McLaren n'est pas la seule voiture à utiliser ce tricks-là. Encore une fois, on y reviendra vers la fin, parce que pour une fois, j'ai écrit mon script. Mais on est en droit de tous se demander si McLaren, du coup, va pas douiller sec dès le Grand Prix de Chine, parce que perdre quelque chose qui est significatif, ils perdent un avantage qui paraît quand même conséquent, parce que si l'aéro flexible marche si bien au niveau des ailerons avant, vous imaginez pas à quel point c'est utile au niveau de l'aileron arrière. La réduction de traînée, elle est énorme. Et à ça, je répondrai que McLaren a juste perdu une très bonne carte dans son deck. Ils avaient 3 dragons blancs aux yeux bleus, ils en ont plus que 2. Ou plutôt, ils ont 3 dragons blancs aux yeux bleus, mais ils ont plus de carte polymérisation. Ouais, c'est mieux. Ouais. Pour vous donner une idée d'à quel point cet avantage-là, finalement, c'est pas le Beyond and Handle ou Neck plus Ultra, je sais pas comment vous voulez traduire ça. Regardez Ferrari actuellement. Est-ce qu'ils ont l'air d'être au top sa mère? Pourtant, leur aileron arrière aussi est flexible. Oui, c'était l'autre équipe dont j'ai pas parlé jusque-là parce que je voulais justement amener ça. T'as vu, je suis arrivé comme un... Votre honneur, j'aimerais apporter cette pièce au dossier. En fait, il faut vous dire un truc, c'est que cet aileron arrière, il fait partie d'un tout. Et à mon avis, c'est une des grosses raisons pour lesquelles McLaren bouffe aussi peu ses pneus. Et là, il faut qu'on se rappelle d'un truc que j'ai dit dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la qualification de McLaren et j'avais notamment dit que, selon The Race, une des raisons pour lesquelles la McLaren était aussi rapide en qualif, c'est qu'elle utilisait beaucoup moins les pneus. Et après avoir vu divers graphiques sur Internet, entendu George Russell en parler, effectivement, en fait, la McLaren a dégagé la majorité, en tout cas Norris, a dégagé la majorité de son temps dans les 3 derniers virages. Et ça, c'est parce que la McLaren a vachement mieux géré ses pneus que la Red Bull. Et vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que de l'aéro flexible a à voir avec la consommation des pneus. Et cette conservation de pneumatiques, ça peut être un avantage inhérent à cet aéro flexible. Je m'explique. Moins vous avez d'angle d'aileron, plus votre voiture est set-up pour rouler super vite en ligne droite, et plus votre voiture peut être amenée à glisser. Le slip angle, un petit peu de glisse dans un virage, ça peut parfois être bénéfique pour avoir une meilleure sortie, mais en Formule 1, vu qu'on a des pneus Pirelli à la Barbigou, c'est généralement horrible pour la conso des pneus, et c'est généralement horrible en termes de plein de choses chiantes et compliquées, notamment la température qui monte et qui se... chiant. À l'opposé, si vous avez un setup prévu pour Monaco, par exemple, avec vos ailerons les plus chargés, dans l'angle le plus vénère, votre voiture aura tendance à beaucoup moins glisser. Et c'est pour ça que souvent, les équipes qui sont en pôle ou dans les 3 premiers vont avoir tendance à protéger leurs pneus en chargeant un peu plus les ailerons, et que les équipes qui sont derrière, ou les équipes qui devraient être devant mais qui sont derrière et qui savent donc qu'elles vont avoir beaucoup de dépassements à faire, peuvent mettre un petit peu moins d'angle d'aileron pour faciliter le dépassement au détriment des pneumatiques. Donc si vous avez un set d'ailerons flexible qui vous permet d'avoir des niveaux de charge assez vénères pour pouvoir passer les virages en toute sérénité, mais qui plie dans les lignes droites pour vous permettre de pas perdre de temps, vous consommez moins de pneus, tout simplement. Alors, c'est pas les seules choses qui permettent à McLaren de garder leurs pneus in check, à l'œil. Il y a beaucoup de suspicions autour du brake duct, de l'entrée d'air des freins de la McLaren, comme quoi le truc utiliserait un procédé qu'on appelle la sorcellerie, ce qui leur permettrait de pas trop gaver les pneus. Ça, où ils ont un cheat engine, il y a plus pour F1 24. Chiant. Mais on est en 25. Ah! Alors si certainement leur brake duct c'est un peu leur clé de voûte, le fait d'avoir une aéro plus rigide dès ce Grand Prix là, ça va pas leur faire du bien. Et s'ils perdent en plus la flexibilité de leur aileron avant et le Grand Prix d'Espagne, là effectivement ça pourrait foutre un sacré sbeul. Je pense pas que ça nierait à 100% l'avantage qu'ils ont au niveau des pneumatiques, mais je pense que ça peut relancer l'intérêt pour le début de saison qui, même si on n'a pas appris grand chose du Grand Prix d'Australie, paraît un peu amoindri, tellement McLaren reste serein et tellement la voiture a l'air bien née. Ce qui est terrible, c'est que
l'avantage pourrait être nié avant même qu'ils en profitent réellement, parce que le Grand Prix d'Australie, oui, il tire une pole position de la bonne gestion des pneumatiques en partie. Bien sûr, faut l'emmener la bagnole, hein. Je suis pas en train de faire du négationnisme du rôle de Norris au volant de la voiture ou de celui de Piastri. Mais pendant le Grand Prix, ils ont pas vraiment bénéficié de cette conso amoindrie des pneumatiques. Parce que le Grand Prix a commencé sur du mouillé, il y a eu un changement de pneumatique, il y a eu du mouillé, ils ont pas vraiment eu le temps de consommer ou surconsommer sur leur gomme. Donc dès le Grand Prix de Chine, ils pourraient voir un des gros avantages, ceux dont ils se frottaient le plus les mains, se désintégrer. Même si en toute logique, ce serait plus après le Grand Prix d'Espagne. Si quoi que ce soit, parce qu'il est possible aussi qu'ils aient prévu le coup et que pour après le Grand Prix d'Espagne, ils aient une bagnole qui, si plus rigide, reste quand même au top niveau. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce sera super intéressant à suivre et que vous êtes à la fin de cette vidéo. Alors merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis Clippy Dagley, vous pouvez me suivre partout où ça s'affiche, je me suivez pas dans la rue. Je l'ai dit, perturbation à venir sur la chaîne, je le répète, on a enfin un putain de local commercial. Voilà un plan de moi qui passe le balai, parce que c'est un bordel et qu'il y a un chantier, quoi, faut s'en occuper. On est sur Twitch, on va quand même essayer de maintenir 2 à 3 streams cette semaine, donc à partir de vendredi, peut-être samedi, suivez le Discord pour être sûr à 100%, ou Instagram où je fais des stories, genre quelques heures avant de lancer les lives. Le Discord, il faut passer par le chat Twitch et faire ! Discord dans le chat. Vous pouvez le faire même quand je suis pas en stream, soit dit en passant. On a des codes Oli Énergie dans la description, des fois que ça vous intéresse. On est partenaire SyncMesh, je sais pas où sont mes gants, mais si vous êtes déjà demandé c'est quoi les gants que je porte en live, ça vient de chez eux, ils sont de très bonne qualité. Pour transparence, bien évidemment, on touche une commission sur les ventes Oli et les ventes SyncMesh. Bref, c'était Clippy Dagley qu'on a plein le cul de ce même à la con qui consiste à dire que j'ai la même voix que un tel alors que c'est absolument pas le cas dans les commentaires. Genre, on m'a comparé à Thierry Henry. Il y a 1 ou 2 vidéos de ça, quand j'ai parlé anglais. C'est-à-dire moi, là, avec mon accent anglais d'enculé, on m'a comparé au mec qui a un accent français quand il parle anglais. Je pleure toute la nuit. Et à chaque fois que vous écrivez un commentaire style « On dirait machin, non ?» Il y a un bébé chat qui saute d'une falaise. Bref, faut que je retourne au local m'occuper de tout ce bordel. C'était Clippy Dagley. Bisous. Nul! C'est la planète, c'est jamais vu passer. Nul! Elles sont nuls!